L'idée étant qu'il y a très très peu de déclarations d'événements indésirables en Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, de vous présenter les outils que le RPNA a proposés pour ça, en relation avec l'ARS. En fait, globalement, on est tous très intéressés de savoir ce qui dysfonctionne dans le système pour pouvoir le faire avancer, ce qui est réellement la base des commissions du RPNA et de déclarer ces événements indésirables. Je vais laisser tous ces acteurs qui sont très importants nous en parler. On a donc Annie et Pierre, ceux qui parlent d'ailleurs. C'est Les Pierre. deux. Non, les deux qui parlent. C'est Annie et Pierre du RPNA qui vont nous présenter d'ailleurs la majeure partie, qui ont le plus de diapos. On a Aurélie, évidemment, de l'ordre de hackers là-bas en haut, qui est là. Et puis, on aura un petit mot aussi de Marie-Laure qui se cache parmi tous les icônes. Ah, voilà, elle est là. Je vous laisse la parole. Le RPNA, c'est vous qui commencez, je crois. Ok, on est parti. Alors, peut-être qu'on va pouvoir avoir la main, Élodie, pour présenter. Faut qu'on te la demande? Non, normalement, vous avez déjà l'icône partagée. Voilà. Merci, Élodie. Élodie enregistre tout ça, donc on pourra retrouver ce webinaire sur le site de l'URPS. Et donc, du coup, on peut voir ton écran si on voit le... Ouais, je vérifie ça. Bonjour Non, on voit pas. On voit pas? Non, on voit pas hein, l'écran. Non, pas encore, Annie. Est-ce que le partagé est en rouge pour vous ou il est en noir? Non, je pense pas. Je pense que le problème il est là. Hop. Retourne sur Teams. C'est sur Teams que tu dois aller. Vas-y. Ouais. Si. Bizarre ta souris. Ouais. Le partagé, je l'avais là. Ah ouais? Ah ouais. C'est ce que j'ai fait. Partager du contenu. Écran. Là. Ça y est, c'est parti. Ah. On te voit en grand alors? Ah merde. Et ici, diaporama, c'est ça? Voilà, là ça marche? Parfait, merci Elodie. Bonjour à tous et à toutes. Ah, il y a de l'écho. On va fermer les micros. Oh, moi je crois pas. C'est pas allumé. Non, je crois qu'on a encore de l'écho. Non, c'est mieux. Non, parfait. Bonjour à tous et à toutes, je suis Annie Campagne, je suis la coordinatrice médicale du RPNA et je suis accompagnée du docteur Chabanier à mes côtés. Voilà. Bonjour à tous et merci à l'URPS pour cette invitation. Merci bien. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui parmi vous pour vous parler qualité-gestion des risques? Eh bien, parce que le réseau Périna Nouvelle-Aquitaine joue un rôle dans ce volet avec sa commission de travail, mais aussi en lien avec les missions qui lui sont les leurs. Donc, en préambule, nous ne serons pas trop longs, mais nous souhaitions vous rappeler le rôle du réseau et en tant que dispositif spécifique régional en périnatalité, puisque c'est le terme qui convient désormais de l'appeler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de santé? Nous allons donc vous le présenter, vous présenter également les travaux de la commission dédiée qualité-gestion des risques. L'ARS Nouvelle-Aquitaine, en la personne de Madame Marie-Laure Béjas, vous présentera et vous fera un rappel du cadre réglementaire et présentera les procédures telles qu'elles existent et telles qu'elles sont répertoriées aujourd'hui. Et puis, nous avons le Conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes, en la personne de Madame Aurélie de Becker, qui vous présentera l'émission du Conseil interrégional et qui pourra ensuite, bien évidemment, répondre à vos questions. Alors, un réseau de santé, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est avant tout un réseau de professionnels qui se veut multidisciplinaire, composé de médecins, de sages-femmes, de puéricultrices, de psychologues, mais de professionnels de santé et des professionnels du champ médico-social, tous qui œuvrent pour favoriser ensemble l'accès aux soins avec la coordination et la continuité et l'interdisciplinarité des prises en charge.
Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne, tant sur le plan de l'éducation à la santé que sur le plan de la prévention et du diagnostic. Les réseaux de santé périnataux s'inscrivent dans la loi. Je vous ferai grâce du parcours historique, mais c'est depuis la loi de 2002 et ensuite des évolutions en lien avec les politiques de santé et puis différentes instructions qui viennent nous rappeler régulièrement le rôle des réseaux. Je vous l'ai dit, ça contribue, le rôle du réseau est de contribuer à l'évolution de notre système de santé et c'est la raison pour laquelle nous avons à cœur de faire en sorte que les professionnels travaillent ensemble, soient coordonnés, mais puissent aussi, pour être coordonnés, mieux se connaître et surtout rompre l'isolement qui est synonyme en fait de risque dans nos pratiques professionnelles. L'idée, c'est d'ouvrir à la coopération, d'ouvrir à la complémentarité des structures, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, mais également le médico-social, je l'ai déjà mentionné. En résumé, nous favorisons l'accès aux soins avec une nécessaire coordination des acteurs de santé. Vous savez, pour ceux et celles qui nous connaissent, que nous organisons régulièrement des échanges, que ce soit en visio ou en présentiel, et qui réunissent les professionnels, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient libéraux ou de PMI. L'idée est d'éviter la rupture dans les parcours de soins et d'encourager l'interdisciplinarité, que ce soit en antéconceptionnel, pendant la grossesse et en postpartum, avec un fort volet, une forte composante éducation à la santé, prévention, promotion et bien évidemment accompagner le diagnostic et les soins, notamment je prends l'exemple de nos guides d'aide à la prise en charge qui permettent là véritablement d'être dans ce qu'on appelle des guides d'aide à la prise en charge et non pas des protocoles médicaux, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Alors, nos travaux sont dirigés par et financés d'ailleurs par l'Agence régionale de santé et tous les 3 ans, à l'occasion d'un CEPOM, d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, qui est signé entre donc le réseau et notre tutelle, l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Ils nous sont rappelés à cette occasion-là nos axes prioritaires d'action. Et là, ces axes sont aujourd'hui au nombre de 8 dans le CEPOM actuel. Et le premier des axes est en lien avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est le soutien à la démarche qualité en périnatalité. Vous verrez que ce terme est relativement large. Il recouvre un certain nombre d'actions et de périmètres, mais un fort accent est mis sur le volet qualité, gestion des risques et sécurité des prises en charge, avec des indicateurs qui sont attendus et dans le souci, bien évidemment, de faire progresser ces indicateurs dont vous savez que à l'échelle régionale, mais à l'échelle nationale d'ailleurs, ces indicateurs de santé périnatale méritent d'être améliorés. L'idée aussi, et on le sait, et c'est le message qu'on va vous faire passer aujourd'hui à travers ce webinaire, c'est de contribuer à une meilleure déclaration des événements indésirables pour les analyser et surtout pour contribuer in fine à l'amélioration des pratiques professionnelles. Rapidement, pour nous repositionner, Dr Chabani et moi-même, au sein de l'organigramme du réseau Périnat, loi 1901, avec la constitution d'une association, un président, une coordinatrice médicale qui est le rôle que j'occupe, et puis un comité scientifique. Nous avons sur la commission qualité-gestion des risques 2 pilotes précieux, un qui est à mes côtés aujourd'hui, le docteur Pierre Chabanier, et Madame Takako Iri qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui avec nous, mais qui a collaboré au travail qui vient d'être présenté. Nous avons également, et c'est essentiel, des sages-femmes de réseau qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, des 12 départements du territoire, que vous connaissez probablement parce que vous les avez probablement rencontrés à l'occasion de contacts divers et variés. Et puis, nous avons toute une équipe Cocon, dont vous savez que RPNA porte le projet Cocon, l'expérimentation Cocon, et structure de la même manière, et je dirais de manière concomitante, le futur réseau de suivi des enfants vulnérables. Régule Périnat, un petit mot pour Régule Périnat, parce qu'elle contribue, la cellule Régule Périnat, la cellule des transferts périnataux, contribue aussi à sa manière à la qualité des prises en charge en obstétrique et en pédiatrie, en périnatalité. Donc, pour ce résumé, je vous ai présenté l'équipe, l'organisation. Je
vous rappelle le rôle de ces sages-femmes de territoire parce qu'elles sont vraiment au plus près de vous, sur le terrain. La plupart d'ailleurs ont un temps dédié pour le RPNA qui est un temps partiel, à l'exception des deux sages-femmes girondines qui elles sont à 80% toutes les deux uniquement sur un temps réseau. Toutes les autres sages-femmes de territoire sont des sages-femmes qui sont soit mises à disposition par des établissements publics hospitaliers, hospitaliers publics ou privés, ou également de la PMI. Donc ces sages-femmes, elles ont sur leur temps dédié, elles mènent des actions qui visent à la diffusion des outils du RPNA auprès des professionnels que vous êtes et des établissements de santé, mais aussi et surtout à écouter les besoins des professionnels pour faire remonter ces besoins au niveau de la coordination, au niveau du bureau, et faire en sorte que ces besoins puissent être satisfaits. Pour cela, et pour structurer les travaux du réseau, nous avons 14 commissions de travail avec plus de 500 participants sur l'ensemble du territoire qui contribuent à cet espace de réflexion et de partage et à la constitution des outils dont certains vous seront présentés au décours du webinaire. Les commissions de travail, je ne vais pas toutes les énumérer parce que c'est un petit peu long. Je vous ai bien évidemment entouré la qualité gestion des risques avec 2 volets. Une gestion électronique documentaire, un volet plutôt qualité qui permet, comme vous avez peut-être pu le voir sur notre site internet qui est, sur lequel vous retrouverez tous nos outils, la gestion électronique documentaire permet non seulement un accès facilité à nos outils, mais permet également et nous permet de garantir une mise à jour des outils qui sont mis en ligne. Et puis tout le volet sécurité des guides de prise en charge dont on va ensuite vous développer la teneur. Le fonctionnement des commissions de travail, vous êtes invités tous et toutes à nous rejoindre. Il est relativement simple. Ces commissions de travail, garantissent la représentativité de l'ensemble du territoire, de l'ensemble des professionnels qui œuvrent au sein de notre grande région, avec une diversité tant au niveau compétences qu'au niveau expertise, qu'au niveau du lieu et des modalités d'exercice. Il suffit pour rejoindre ces commissions de travail d'en exprimer le souhait auprès de notre secrétariat et ensuite vous recevrez toutes les communications en lien avec ces commissions de travail, que ce soit les temps de réunion, mais que ce soit également les comptes rendus et toutes les manifestations autour de la thématique. Ces commissions de travail, elles sont pilotées par un responsable chargé de l'animation et de la liaison, qui est souvent une des sages-femmes du réseau ou plusieurs, et puis un référent issu du comité scientifique qui va pouvoir travailler au sein de ces commissions de travail et mettre son expertise au service, de la thématique. Il y a un circuit de validation et puis, je vous l'ai dit, un suivi des projets et une mise à jour de ces documents ou de ces actions ou de ces outils. Commission qualité-gestion des risques, je vais laisser la parole au docteur Chavagnier, puisqu'il pilote cette commission qualité-gestion des risques. Merci Annie pour cette présentation rapide et claire du réseau. Donc vous avez compris, c'est vraiment de la transversalité. Vous faites partie du réseau. Les PMI, tous les psychologues, tout le monde. Et comme l'a dit Annie Campagne, il convient de mieux déclarer tout ce qu'on considère comme un événement indésirable. On va vous définir cela. Donc, cette commission, elle est pilotée par le président du réseau, le professeur Fabrice Pierre. Dans les outils qu'on va vous présenter, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est Madame Takako Iri, qui est donc sage-femme dans le nord de la région, qui œuvre beaucoup pour la gestion du risque au sein du réseau. Donc, Annie Campagne, notre coordinatrice, qui s'implique aussi dans la gestion du risque. Donc, notre mission, il s'agit de vous aider à déclarer. Nous procédons aussi à l'analyse. On va vous expliquer, vous avez peut-être déjà participé à des RMM, des revues de morbimortalité, mais on va vous en parler un peu plus loin. On va mettre en place, à l'issue de cette RMM, un plan d'action et évidemment, un compte-rendu sera rédigé et distribué aux participants de cette RMM. Donc, tout va commencer par une déclaration d'événements indésirables. Alors voilà, par exemple, un des outils, c'est une plaquette élaborée par le réseau.
où en effet, c'est quoi un événement indésirable? Eh bien, c'est beaucoup de choses différentes. Ça peut survenir lors d'un diagnostic ou un acte thérapeutique ou même lors d'actions de prévention. Euh, voilà, donc ce petit dépliant est très bien. On peut passer peut-être la suivante. Voilà. C'est quoi un événement indésirable? Eh bien, il y a des événements indésirables associés aux soins qui vont avoir plus ou moins de gravité. Et il y a aussi les presque événements indésirables, c'est-à-dire que des situations non optimales qui peuvent traduire un dysfonctionnement organisationnel. Les événements indésirables sont des événements porteurs de risques que tous on connaît. C'est-à-dire que tous les jours, on en a. C'est un peu comme lorsqu'on prend sa voiture pour aller au travail. Il y a des fois, on ne va pas regarder dans le rétroviseur, on va oublier de mettre le clignotant. Tout ça, c'est des événements qui sont porteurs de risques. La grève, alors vous êtes seul en général comme libéral et vous n'avez pas la possibilité, comme les hospitaliers, d'avoir un service dédié à la gestion du risque. Et c'est toute l'importance dans ce cas. En fait, vous n'êtes pas seul, mais vous avez le réseau avec vous. Vous trouverez ces outils sur notre site et on va laisser après la parole à l'ARS et on va vous en parler un petit peu plus de comment on déclare. Donc voilà, donc évidemment, dans un premier temps, face à un événement indésirable grave, il faut prendre en charge la patiente par des actions immédiates. Et c'est seulement dans un second temps que vous pourrez faire la déclaration. Et tout cela va engendrer toute une succession de, d'allées et venues entre les différentes institutions qu'on va vous présenter après la présentation de Madame Béjas. Bonjour à tous. Un grand merci à l'URPS et en particulier à son président Paul Branche de nous permettre de vous partager aujourd'hui tous ces éléments autour de la gestion des risques, de la qualité et gestion des risques. C'est un enjeu collectif et le docteur Chabanier vient de souligner quelque chose, c'est que vous êtes seul dans la majorité des cas face aux situations qu'on peut identifiées pour certaines à haut risque, voire à très haut risque d'événements indésirables. Donc voilà, on a ce premier volet de webinaire, j'en suis absolument ravie. Merci aussi, un grand merci à Elodie qui nous a accompagnés dans la constitution de ce webinaire. En tout cas, voilà, on a à cœur tous d'être rassemblés pour faire mieux et surtout pour être tous sécures parce qu'on est finalement un maillon dans une chaîne, à quelle que soit sa place et l'exercice que l'on a. Donc la procédure, d'abord, pardon, le cadre réglementaire, ne l'oublions pas. Depuis 2016, en fait, tout professionnel de santé, quel que soit son lieu et son mode d'exercice, ou tout représentant légal d'un établissement de santé, d'un établissement de service médico-social ou d'installation autonome de chirurgie esthétique, qui constate un événement indésirable grave associé à des soins, doit le déclarer au directeur général de l'ARS. Donc ça, c'est inscrit dans le Code de santé publique et ça s'applique à nous tous. Sur la procédure. Alors, la procédure à suivre pour déclarer des événements indésirables graves en périnatalité, c'est la même finalement pour quelles que soient toutes les spécialités. C'est l'importance de déclarer des événements qui sont inattendus, qui vont présenter des critères de gravité pour la prise en charge de la femme et ou du nouveau-né au regard de la sensibilité des prises en charge néonatales et face aux urgences obstétricales et ou pédiatriques. Donc, on parle d'un EIGS donc, qui sont soumis à des obligations réglementaires de signalement et d'analyse par les professionnels de santé. Tout à l'heure, ça a été dit par Annie, l'idée c'est de déclarer, de se positionner parce que ce qui arrive aux uns doit pouvoir être évitable pour les autres et en premier lieu pour les personnes que l'on prend en charge. Donc, la procédure à suivre pour déclarer des EIGS en périnatalité, ça doit être réalisé auprès de l'ARS par l'intermédiaire du portail national de signalement.
C'est complété par le professionnel lui-même, hein, ou lorsqu'il existe l'exerce dans un établissement de santé ou une structure, c'est la personne qui représente l'autorité du représentant légal de l'établissement, mais dans votre cas, c'est vous. Et pour rappel, la déclaration, elle va se décomposer comme suit en deux parties. Un premier volet qui va correspondre au signalement qui va être adressé sans délai. Et donc là, c'est important de le faire logiquement, rapidement. Parfois, il faut aussi un peu de temps pour analyser qu'on est sur un événement indésirable grave ou qu'on ne sait pas comment on va prendre le temps de... Enfin, il faut aussi parfois un peu ce recul-là et l'intérêt est de pouvoir le partager avec le réseau Périnat. On a maintenant cette commission qui est là à nos côtés. On remercie Iri Takako et Dr Chabanier d'être là pour nous aider dans ces moments un peu complexes. Et un deuxième volet précisant la gestion qui a été faite de l'événement à adresser au plus tard dans les 3 mois. Donc, 2 temps, un premier où on déclare sans délai et puis un deuxième où il y aura l'analyse qui a été faite et ce qu'on a mis en place comme facteur de protection. En pratique, la procédure elle est détaillée pour réaliser une déclaration de EGS et elle est accessible sur le site internet ARS Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on vous a mis le lien, pardon, ça ne suit pas, mais vous l'aurez dans le diaporama. Sur la diapo suivante, ça va se présenter sous la forme de Élodie. J'ai besoin de votre... Hop. Voilà, avec le volet 1 de la déclaration et le volet 2 sur l'analyse des causes. Et je laisse, je pense, la parole à Pierre Chabanier pour la suite parce que tout a été, on va dire, adapté avec notre spécificité de périnatalité. À vous, Pierre. Merci Marie-Laure. Donc, comme on vous l'a détaillé sur la diapo d'avant, il y a des volets, il y a le volet 1 et le volet 2. Vous, votre travail, donc, ça va être de remplir le volet 1, de faire la déclaration. Sur la partie gauche de la diapositive, je vous ai encadré un professionnel d'activité libérale doit signaler aussi. Et c'est là que le réseau Périnat peut aider. Cet outil, c'est exactement le volet 1 qui a été un peu pré-rempli par le réseau pour mettre en avant les zones importantes, détailler un petit peu ce qui nous intéresse dans le signalement. Par exemple, qu'est-ce que vous avez constaté? Vous voyez, on a souligné les antécédents notables comme l'IMC de la patiente, le terme en semaine d'aménorrhée pour être le plus précis possible dans la déclaration. Alors, tout en bas de la diapo que vous voyez, c'est la fin de la déclaration du volet 1, où en effet, on va vous proposer de cocher avez-vous en interne les ressources et la compétence nécessaire pour l'analyse approfondie de cet événement? On vous incite à évidemment cocher non. Et souhaitez-vous l'appui d'une expertise externe? Il faut cocher oui pour l'analyse donc de l'événement indésirable grave associé aux soins. Donc ça, c'est un des outils que vous aurez sur notre site du réseau. Ouais, on peut passer. Alors, voilà. Donc le circuit de la déclaration. Vous remplissez ce volet 1. Dans les outils, vous avez les liens en effet vers l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour envoyer ce volet numéro 1. L'ARS donc reçoit votre signalement d'événements indésirables et avec l'aide de la cellule de veille, d'alerte et de la gestion sanitaire, cet événement va être déjà analysé avec votre déclaration donc précise permettant de classer l'événement indésirable en grave ou non grave. S'il s'agit d'un événement indésirable grave associé aux soins, la procédure actuelle est de solliciter le CECA, donc le Comité de coordination de l'évaluation clinique et de la qualité en Nouvelle-Aquitaine. Beaucoup d'acronymes. Le CECA va pouvoir se saisir de certaines déclarations, mais dans la périnatalité, souvent, le CECA va solliciter le RPNA, le réseau Périnat, afin de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle une RMM, une revue de morbimortalité. Ouais. Alors, c'est quoi une RMM? Peut-être que vous avez assisté à une RMM lors de votre formation initiale, parce qu'en effet, c'est en général dans les établissements de soins
que ça va être mis en place. Mais voilà, en gros, c'est de la bienveillance. Il n'y a pas de jugement. On s'en fiche de savoir, donc c'est anonymisé d'ailleurs, on s'en fiche de savoir si c'est Pierre, Paul ou Jacques. Le principe, c'est vraiment voilà, que le même événement indésirable ne puisse pas se reproduire de la même façon. Il faut mettre en place des barrières pour cela. Donc c'est toute une façon de faire, c'est un métier. J'ai été moi-même formé par le CK il y a 15 ans au moins. Et en effet, donc c'est la grille de l'HAS, la grille classique alarme qui est utilisée afin de faire une analyse approfondie. L'idée, c'est surtout de ne pas faire payer un lampiste comme on pourrait le craindre en disant, ben voilà, c'est le moins gradé de la prise en charge qui va être dit responsable et puis le grand chef, il est à l'abri. Donc c'est exactement tout l'inverse, une RMM. C'est vraiment pour aller dans les vrais problèmes. C'est pas toujours évident d'ailleurs de mettre en place des barrières, mais c'est là tout le rôle du réseau et l'aide qu'on peut avoir grâce notamment aux tutelles aussi. Donc, cette analyse se fera avec des niveaux de preuves scientifiques, avec les recommandations évidemment des sociétés savantes. Et comme je vous l'avais dit, il y aura la rédaction d'un compte-rendu qui sera donc distribué aux participants à la RMM, avec la mise en place en effet de mesures d'amélioration proposées. Ouais. Peut-être distinguer le compte-rendu du volet 2? Ah oui, tout à fait. Le volet 2, ce sera rempli donc dans un deuxième temps où il y aura, apparaîtront aussi les mesures d'amélioration proposées. Mais ce ne sera pas la même chose. En effet, une RMM, c'est vraiment une réunion anonymisée où on fait une analyse approfondie des causes. Cette réunion va durer au moins 1 heure et en fonction de la complexité, ça peut être 2 heures ou plus. Pour compléter ce que vient de dire le docteur Chabagnier, ce qu'il faut retenir à ce stade-là de la présentation, c'est que lorsque vous constatez la survenue d'un événement indésirable associé aux soins, puisque nous faisons du soin et c'est dans ce contexte-là que nous intervenons, et bien lorsque vous constatez cet événement indésirable, sans même pouvoir peut-être encore le qualifier de grave ou de pas grave, l'idée c'est de le signaler. Et ça, tous les professionnels que nous sommes doivent contribuer au signalement. Quand bien même il serait multiple pour une même situation, il n'y a rien de grave. L'idée c'est de pouvoir faire remonter ce que vous avez pu observer à travers les outils qui viennent vous être présentés. Alors, vous avez une formation initiale, vous avez tous et toutes eu des stages à l'hôpital, peut-être même y avez-vous travaillé avant de rejoindre une activité libérale. Eh bien, la différence entre une structure hospitalière qui est la plupart du temps équipée d'une cellule qualité qui va, elle, reprendre ces déclarations, puis ensuite, évidemment, les analyser et puis analyser leurs critères de gravité et effectivement, dans ce contexte-là, vous l'avez compris, déclarer ce qui est d'un événement indésirable qui n'est pas grave. Vous avez vu tout à l'heure qu'on parle de presque accident, de presque événement, voilà. Et cette cellule qualité, dans les structures hospitalières, elle va pouvoir dire c'est un EIG et déclencher tout ce que vous venez de voir, à savoir la déclaration en elle-même sur ce fameux volet 1 proposé par la HAS. Quand on est en libéral, eh bien, il n'y a pas de cellule qualité. Ah, vous n'êtes pas en lien avec la cellule qualité, mais c'est pas grave. C'est une étape qui ne vous concernera pas. Vous allez, vous, directement, individuellement, renseigner cet événement indésirable sur ce portail tel qu'on vient de vous le présenter. Et cette déclaration, vous l'avez compris, elle va ensuite être traitée par le service compétent au niveau de l'agence régionale de santé et ça revient au circuit qu'on vient de vous décrire. Ce que je voulais faire, l'intérêt de mon propos là et du complément que j'apporte, c'était faire un parallèle entre le circuit hospitalier et le circuit libéral, mais in fine, que ça soit au début de l'événement ou à la fin, les situations se rejoignent et sont analysées de la même manière. Donc, une RMM, ce n'est absolument pas une expertise juridique. On n'est absolument pas juge, évidemment. On est tous à égalité et on est tous là pour améliorer la prise en charge des patientes. Donc, n'hésitez pas à déclarer même quelque chose qui n'est pas grave. Par exemple, un événement indésirable lié à une prise médicamenteuse pour une patiente ou une chute ou un matériel défaillant, chose qui peut vous arriver dans votre cabinet, évidemment.
Il n'y a évidemment aucune punition, il n'y a pas de recherche de responsabilité ou d'indemnisation dans notre prise en charge par le réseau. On est vraiment dans une bienveillance et on est une aide en fait. Vous n'êtes pas seul, sachez-le. Voilà, nous allons donner maintenant la parole à Madame De Becker. Ah, on t'entend pas, Aurélie. Le micro est coupé. Bonjour Voilà. à tous et merci Oula. de m'avoir accueilli. C'est bon. Je suis Aurélie, on t'entend très peu, très faiblement. très faiblement. Je Oui, vais essayer de parler plus fort dans ce Ah cas-là. oui, ça marche. ça marche. Donc enchantée, Aurélie De Becker. Donc moi je suis élue du conseil départemental de Charente-Maritime et je suis surtout élue secrétaire générale du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes. Donc vous voyez, j'ai cette double casquette d'être un élu de proximité et suis aussi élue d'une strate un petit peu plus intermédiaire. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le conseil de l'ordre, en général, départemental, vous le connaissez bien. Et là, je vais plutôt revenir avec vous sur ces missions-là. Parce qu'en définitive, face à cet outil nouveau qui vous est, qui n'est pas nouveau, hein, le IGS, c'est un outil qui est relativement connu et ancien, mais qui n'était pas forcément connu comme étant accessible en tant que praticien libéral. Eh bien, il s'agit de le découvrir et ensuite, dans un second temps, de vous l'approprier. Et le RPNA a beaucoup travaillé justement à vous proposer en fait un guide d'accompagnement face à ces outils-là, à avoir des interlocuteurs de proximité qui vous seront accessibles pour poser vos différentes questions. Mais en définitive, quand on est libéral et qu'on est confronté à une situation qui a questionné, qui a pu vous déclencher des inquiétudes, eh bien, on n'a pas d'emblée le réflexe de penser EIGS. Souvent, vous avez le réflexe de solliciter vos élus de conseils départementaux. Et c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de dire qu'on s'appelle conseil de l'ordre, mais parce que notre première mission, c'est ce rôle de conseil. Donc voilà, c'était très important pour moi de vous réaborder ce sujet-là, c'est-à-dire que n'hésitez pas à solliciter vos élus de proximité au sein des conseils départementaux. Pour certains d'entre vous, quand moi j'ai échangé avec mes collègues libérales, a été amené aussi le sujet de remise en question en fait des pratiques professionnelles. Est-ce que c'est pas forcément pointer des responsabilités, hein, comme vous disait docteur Chabanier, mais c'est plutôt se dire tiens, à quel moment, à quel endroit on aurait pu éventuellement modifier les choses pour avoir un autre résultat. Euh, Parfois, ça peut donner lieu à la mise en perspective éventuellement de difficultés, voire carrément d'erreurs. C'est assez rare, hein, et là, pour le coup, bah oui, l'ordre va arriver dans cette deuxième mission qui est éventuellement ramener l'ordre. Mais il s'agissait pour moi vraiment de vous rassurer et de vous réexpliciter hein, le rôle du Conseil de l'ordre, qui est souvent vu sur un organe très disciplinaire, alors que vraiment la plupart des élus de conseils départementaux, mais même élus à tous les niveaux, ce qui nous fait nous engager, c'est vraiment apporter du soutien et de l'accompagnement pour tous nos collègues de la profession. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc là, je vous ai mis dans le diaporama, du coup, un petit peu l'annuaire, nous, pour la Nouvelle-Aquitaine, de tous vos élus, en tout cas de bureaux, de terrain, sachant qu'ils ont tous une adresse mail générique et cédée après avec le chiffre du département. En général, vous connaissez ce mail-là parce que vous recevez pas mal justement de courriers venant d'eux. Mais là, j'en ai profité pour mettre des noms aussi derrière des élus de terrain qui sont présents pour vous. Diapo suivante.
Et donc, je vais passer la main ensuite au réseau périnatal. Mais voilà, encore une fois, c'était important pour moi de vous dire que le Conseil de l'ordre n'est pas un organe absolument disciplinaire. Ça n'est pas notre objectif premier. Notre objectif, c'est vous amener dans de l'accompagnement, tout en sachant que si, d'une manière ou d'une autre, dans le cadre d'un UIGS, parce que c'est vous qui en avez été l'auteur, ou parce qu'un UIGS a montré que vous aviez fait partie d'une prise en charge et que vous avez des questionnements et voire des inquiétudes et que même dans l'absolu, ça peut arriver parfois, un volet disciplinaire pourrait apparaître. Encore une fois, le premier rôle d'un conseil de l'ordre, c'est de vous amener de l'information, d'être là dans un rôle pédagogique et de vous amener du conseil. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à les solliciter. Merci beaucoup, Aurélie. Maïs. Pour conclure, plus les événements indésirables sont signalés et plus les actions correctives répondront à vos besoins, que ce soit au service de vos patientes, mais également de leur entourage. Vous l'avez compris aussi, le risque d'événements indésirables est omniprésent, qui que l'on soit, où que l'on soit, mais il faut se rassurer aussi, il peut être diminué par des actions simples qu'il est toujours bon de rappeler. C'est la prévention, c'est ce pourquoi nous travaillons aussi, et la meilleure façon de prévenir le risque, ça peut être par exemple et certainement d'appliquer les référentiels de bonne pratique tels qu'ils ont été évoqués par le docteur Chavagnier. La traçabilité, elle est importante toujours, mais peut-être qu'en libéral encore plus, parce que on le voit lorsque nous analysons les événements qui surviennent dans un contexte de revue de morbi-mortalité, et bien lorsque la traçabilité est défaillante, il est difficile a posteriori de reprendre des éléments qui auraient pu être importants dans l'analyse. Et donc ça, c'est important que, et vous le savez, tracer le consentement, tracer le refus, tracer tout ce que vous faites. Ça prend du temps, mais c'est absolument nécessaire pour garantir la qualité des prises en charge. La collaboration, j'y reviens pas, on l'a déjà évoqué. Nous, enfin à titre personnel, hein, bien évidemment, vous savez que pour les sages-femmes échographistes, le RPNA a pour mission d'attribuer les identifiants, mais aussi de suivre le suivi qualité de la pratique des échographistes qui participent au dépistage de la trisomie 21 au premier trimestre, cela en lien avec l'agence de biomédecine et puis les organismes agréés. Ça me permet d'avoir des contacts assez fréquents avec les sages-femmes libérales de la région. Et souvent, certains me disent, vous savez, Madame Campagne, nous, on est tout seul dans notre cabinet, c'est pas facile. Voilà, donc cette solitude, ce sentiment d'isolement professionnel que certains expriment, et pas forcément dans des déserts médicaux, hein, on peut être isolé dans des villes où les professionnels restent nombreux. Eh bien, ça doit pas exister, il faut absolument le rompre par tous les moyens, et le réseau, il est là pour vous permettre d'avoir des contacts. Et Aurélie de Becker vous a rappelé aussi, et merci, le rôle du Conseil de l'ordre. Et puis la formation, que ce soit la qualité gestion des risques, mais la formation continue d'une manière générale, c'est en plus d'être une obligation professionnelle, c'est absolument nécessaire de pouvoir y avoir accès. Je sais que pour les professionnels libérales, c'est encore différent et ça nécessite des efforts peut-être accrus par rapport à d'autres types d'exercices. La formation de la qualité gestion des risques, elle est particulière parce que dans la formation initiale, la qualité gestion des risques, elle est abordée mais insuffisamment. Et donc, quand nous sommes formés à la qualité gestion des risques, je peux vous affirmer que nous ne voyons plus le risque de la même manière. Et c'est vraiment c'est indispensable pour pouvoir mieux appréhender et son exercice professionnel et celui des autres. J'ai mis Confère CK parce que le CK, qui vous a été présenté tout à l'heure, qui est la structure régionale d'appui à la méthodologie et à la qualité des soins, est un organisme qui propose de la formation continue certifiante et avec tout un catalogue de formations. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai fléché le CK. Le RPNA aujourd'hui n'est pas organisme de formation continue. Il tend à le devenir peut-être dans un avenir proche, mais pour le moment, le CK fait ça très bien. Et ils sont professionnels, ils fêtent leurs 30 ans cette année d'exercice et ils ont beaucoup de recul par rapport à ce volet-là aussi. On peut rappeler, Marie-Laure en parlait la dernière fois, que sûrement en ayant fait une formation de qualité de gestion des risques, votre prime d'assurance sera différente. Le petit côté libéral. On a d'autres choses à dire, non? Je t'ai bloqué, Annie. Non, pas du tout, non. Si, regarde. Ouais.
il veut pas chaque fois. Et là, on a la page aussi du réseau, du site du réseau. Voilà, c'est la gestion électronique documentaire, c'est la première page du réseau. Vous cliquez sur le bandeau violet et vous retrouvez tous nos outils qui sont classés et qui vous permettent un accès direct, sous réserve quand même d'un accès sécurisé pour nos guidés de la prise en charge. Mais il vous suffit de vous identifier au niveau du réseau et cet accès est également très facile. Donc, je ne pouvais pas terminer voilà, cette présentation sans évoquer notre journée annuelle du réseau Périna Nouvelle-Aquitaine qui approche à grands pas, puisqu'on est à moins de 2 mois. Elle aura lieu à l'hôtel de région à Bordeaux sur la thématique de la précarité et de la périnatalité, des vulnérabilités aux ressources. Et vous verrez que des ressources, nous en avons plus qu'on ne croit. Et cette journée thématique, cette journée annuelle, elle va se terminer, je dirais, en beauté, par un exercice, nouvel exercice, en tout cas pour ce qui nous concerne. Nous allons vous proposer pour les professionnels qui resteront avec nous, que ce soit en présentiel ou en distanciel, à partir de 16h30, un retour d'expérience régionale sur la thématique des transferts unitéraux dans les indications de métrorragie, un terme prématuré, avec des prises en charge souvent complexes, que ce soit maternelle ou néonatale. Donc, je vous invite à venir, et nombreux et nombreuses, à nous rejoindre sur cette belle journée. Tous nos stands seront représentés et vous pourrez nous rencontrer et on pourra vous présenter nos outils en fonction de vos besoins. C'est une méga RMM en fait. Méga RMM. Alors, oui. Alors, méga. Ouais, mais comme c'est en fin de journée, on ne va pas vous assommer, ça ne durera pas des heures, mais Pas d'alcool. non. Pas d'alcool, la fête est plus Mais en forte. effet, ça pourrait tout à fait illustrer aussi dans votre cabinet, vous avez une patiente qui se met à saigner, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Voilà. Juste, je ne vais pas vous en dire trop. L'idée du rétexte régional, c'est en fait reprendre sur une même thématique que sont les métrorragies pendant la grossesse, là, avec une situation plus précise, parce qu'avec une idée de transfert périnataux. L'idée, c'est de reprendre des RMM déjà réalisées par le passé. Elles sont terminées, sont soldées, et on a du recul par rapport à ça. Les établissements qui ont fait cet exercice participent, nous ont partagé leur compte rendu et c'est de voir à l'échelle régionale et, sur des situations qui peuvent paraître similaires, quels sont les enseignements que l'on peut retenir. Et c'est un exercice évidemment essentiellement à visée pédagogique, puisque nous avons des experts qui, au-delà des situations singulières qui seront présentées, pourront dégager les axes d'amélioration, donc des axes communs à ces situations-là. Et alors pourquoi ça? D'abord parce que c'est un exercice qui est fait dans notre réseau et qui a montré son intérêt. Et c'est surtout que une RM, ça reste local. Et quand on la regarde d'un point de vue avec un peu plus de hauteur, on se rend compte qu'en fait, ces événements, ils arrivent de la même manière, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, que les axes d'amélioration, finalement, eh ben, ils peuvent être relativement communs. Et l'idée, c'est d'en prendre conscience. Voilà, nos commissions de travail, vous y êtes tous et toutes invités. Elles sont au nombre de 14. Il y a de quoi faire plaisir à tout le monde. Toutes les thématiques sont abordées ou presque. Et nous serions ravis et honorés de votre présence. Pour nous contacter, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous retrouvez tous les contacts sur cette dia et je pense que le contenu de notre présentation vous sera probablement partagé aussi. Et je crois que, alors un peu de pub sur notre réseau LinkedIn, mais aussi pas que sur le site internet. On essaie de communiquer au mieux, et ça c'est l'affaire de Louise Delavenne, que je remercie, parce que c'est elle qui, en plus de sa responsabilité administrative, assure notre communication. Et puis, on va laisser la parole aux échanges peut-être? Exactement. L'idée, c'était qu'on finisse à peu près dans les temps et qu'il nous reste donc 5-10 minutes pour discuter. 6 questions il y a. Mesdames. Merci beaucoup. Voilà. J'ai repoussé après, là, je t'écrasais un peu comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, j'allais dire, ou en tout cas en distanciel? Moi, le temps que vous pensiez à vos questions,
J'en ai une, par exemple, j'aime bien mettre en exemple. Et c'est vrai qu'on a exprès pas trop fait d'exemple parce que ça peut très vite mettre en conflit les différents corps, hein, entre l'hospitalier, le libéral, la PMI, tout ça. On peut vite, en effet, se taper les uns sur les autres. C'est pas l'idée du tout d'aujourd'hui, ni des RM derrière. Mais typiquement, j'y pensais, on n'en a pas discuté ensemble, mais j'ai un stérilet que chaque fois que je mets, il se tord et je fais une écho de contrôle et chaque fois la tête en bas. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est... Voilà. C'est pas dangereux, la vie de la femme. Non, mais tout à fait, mais ça fait partie des choses qu'il faut signaler. Alors, on pourrait même imaginer que ça se trouve, tu n'es pas tout seul, et ça dépend peut-être de la marque du stérilet. Hmm. Et tout ça peut induire une, euh, une information au laboratoire, notamment une demande d'information. Donc, Ça passe par cette boucle, c'est ça ma question. ouais, C'est-à-dire qu'il faut que je dise, tiens, ce troisième stérilet que je fous, j'arrive à l'envers sur cette marque-là, exactement. avec tel profil, tu me demandes bien sur ta fiche Ouais, numéro 1. tout à D'accord. fait. Non, c'était pour Et illustrer un oui, peu le Eh truc. ben, Paul. c'est très bien, Ça très bon permet de exemple. C'est remonter à la exactement ça, Paul. pharmacovigilance. On pourrait avoir l'équivalent sur les médicaments, hein. On est sur un médicament, la pharmacovigilance, l'addictovigilance. Et là, ça permet à ces organes-là, justement, de se mettre à l'action, c'est-à-dire de répertorier, parce que peut-être il y a déjà eu d'autres signalements, hein. Je connais bien l'addictovigilance et la pharmacovigilance du fait de mon poste. Et d'aller screener et d'aller prendre contact avec le laboratoire et ensuite de Oui, faire remonter Aurélie, l'information de manière plus large. ça passera par l'ARS puisque mes collègues de la cellule de veille sont très en lien. Donc oui, par exemple, Paul, c'est exactement un exemple typique qui va intéresser notre cellule de veille. Actuellement, on a des questions sur des matelas de salle d'accouchement. On est en train de faire remonter, par exemple, et on est en train de chercher. C'est pas que ce à quoi on peut s'attendre, hein. C'est-à-dire, c'est que vous observez quelque chose et vous êtes finalement tous et toutes des vigies dans votre champ d'activité. On touche à du matériel, on touche à des organisations, on touche à des pratiques professionnelles. Et c'est important d'avoir ces signaux qu'on peut considérer faibles. 3 pôles, c'est pas grand-chose, mais peut-être que, comme le dit Pierre, 3 plus 3 plus 3, et on va finir par trouver quelque chose de tout à fait anormal. Et est-ce que, toujours, reprenons ce cas-là du stérilet, est-ce que moi j'ai un retour en tant que professionnel à un jour? Est-ce que je fais ma déclaration? Est-ce que, par exemple, il finit par y avoir une RMM sur le sujet que j'ai abordé? Est-ce qu'on a un retour de cette RMM? Ah, tout à fait, tout à fait. Et aussi un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'événement désirable qui ne va pas être classé comme grave. Oui, Et là aussi, l'ARS te fera un retour. d'accord. Que ce soit C'est grave ou Marie-Laure pas alors grave, qui tu auras m'appelle. toujours un retour, oui. Pas moi perso. C'est Marie-Laure. Moi, j'ai Il noté. y tient, il Mais ne faut pas le décevoir, hein. oui, Alors, oui, d'accord. Bon, alors j'écrirai Paul, mais il est important de savoir que autant quand on est dans un établissement, il y a une sorte de filtre qui est fait par l'ensemble des professionnels, notamment ceux qui appartiennent à la cellule de qualité. Là, pour le coup, vous allez devoir transmettre à l'ARS et ça va probablement aussi engager un temps d'échange avec vous si on le juge qu'on a besoin d'en échanger un petit peu plus finement. Mais voilà, c'est vrai que c'est la particularité de l'activité libérale. Et je reviens sur ce que disait Aurélie de Becker. N'hésitez pas à vous tourner vers vos conseils de l'ordre parce qu'on a besoin, et le réseau aussi, on a besoin quand on est confronté à ça, et c'est comme ça qu'on s'en rend compte aussi en RMM, que finalement la gestion de risque, l'analyse de la gestion de risque, ça demande à penser les choses autrement. Et donc, dès qu'on commence à mieux gérer, à mieux appréhender ces outils-là que nous propose le réseau, et merci beaucoup dans ces commissions, vous allez voir que votre vision d'analyse préliminaire des risques va bouger. C'est, je trouve, pour moi, c'est un outil extrêmement intéressant. On se met à avoir plutôt une pensée en arborescence et c'est très, très intéressant. on a Donc, Marie. rejoignez le réseau Merci. Périnat. Merci Marie-Laure. On a Marie qui lève la main. Je t'en prie, Marie. Oui, je voulais savoir si, alors c'est anonyme, la déclaration. Est-ce que la personne, la patiente concernée doit donner son consentement?
Alors non, 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 et bien au contraire, enfin, c'est pas nécessaire, mais j'allais dire bien au contraire, en fait, les patients, quand on peut les informer qu'on a fait un signalement au sujet de l'événement indésirable qui a touché le patient, et souvent le patient est rassuré et satisfait qu'on n'en reste pas là et qu'on essaye d'aller plus loin pour analyser l'événement indésirable qui est survenu. C'est même, c'est fortement recommandé dans les établissements de santé lorsqu'il y a un événement d'une particulière gravité. C'est mieux, franchement, c'est 1000 fois mieux que de remettre en cause finalement nos pratiques, parce que ça peut être un problème de pratique. Donc non, non, vous pouvez le dire aux patients, mais son consentement n'est pas obligatoire. Juste peut-être une précision pour pas qu'il y ait de malentendu. La déclaration, elle n'est pas anonyme. Quand vous remplissez la déclaration sur le volet 1 de l'EIGS, bien évidemment que vous devez mettre vos noms, vos prénoms et vos coordonnées de telle manière à ce que on puisse vous recontacter. C'est pas la déclaration qui est anonyme, c'est l'exercice de la RMM où là, la situation est anonymisée. Il n'y a pas de nom, il y a pas, il y a des fonctions, mais il n'y a pas de nom. Il n'y a pas, normalement, d'ailleurs, Mais est-ce pas de qu'il est lieu. nécessaire? La question, Mais je ne il n'y a pas donne de- pas le nom de la patiente quand je fais la déclaration. Pas Non, nécessairement. non, pas nécessairement. Mais c'est votre, enfin, c'est je voudrais pas je veux qu'on soit clair. Quand la déclaration, elle peut pas être anonyme. La déclaration, elle est réalisée par le déclarant et le déclarant bah, décline son identité. Et oui, parce que justement, Donc, Donc, on ne peut pas la joindre. si on veut aller mon plus loin dans identité, l'analyse, mais pas celle de la patiente. Oui, voilà, Oui, ouais. oui, oui. En fait, on n'a jamais l'identité de la patiente qui est concernée. Même un établissement, ils vont nous déclarer une femme d'âge entre 20 et 30 ans, un événement indésirable qui s'est produit, le temps. Et c'est pour ça que les outils du RPNA sont très intéressants, parce qu'ils vous accompagnent comme mémo pour pouvoir savoir ce que l'on doit donner comme élément. En revanche, vous êtes le déclarant et donc vous allez devoir indiquer qui déclare, c'est tout. Mais sur la situation, vous n'en donnez absolument pas l'identité dans cette première phase de déclaration. Non, non, du tout. Et il faut savoir que vos patientes peuvent aussi faire des déclarations sur le portail. D'accord. Si on le met en gros dans le cabinet, ça va être pas vraiment de la pub. Ouais, mais Mais c'est au Non, mais moins, c'est vrai qu'il y c'est a, qu'on il y est a- quand il y même. a- il y a une réelle volonté, quelles que soient les instances, de permettre aux patients d'accéder de plus en plus à ces outils de déclaration et de signalement de manière autonome. C'est important. Là, c'est valable sur le IGS, mais je vais reprendre un volet disciplinaire. Nous, par exemple, pour les signalements et les plaintes, eh bien, jusque-là, les patients devaient directement contacter un conseil départemental. Là, ce qui est en train de se mettre en place, c'est que la déclaration, pourra se faire directement sur le site internet du national pour que les patients ils aient un libre accès quand même à des possibilités de recours. Non, pas forcément. La plupart ne sont pas dans la recherche absolument de de se faire vengeance, mais surtout de recherche de justice et surtout de remise en perspective et de questionnement. Ils sont souvent en attente de réponses. Et quand ils n'ont pas accès à ces réponses, eh bien, ces organes-là, c'est-à-dire pouvoir aller déclarer un événement indésirable qui concerne le patient à titre personnel, aller saisir, nos instances ordinales, eh bien, c'est une manière pour eux d'aller accéder à un organe qui viendra leur amener des réponses. Et ça, c'est quand même important. On n'arrête pas de parler de santé mentale. Eh bien, il y a l'événement physique et psychique qui a pu se passer en tant que tel, et il y a les conséquences ensuite psychiques. Et c'est vrai que de pouvoir accompagner, nous, nos remises en perspective, c'est quand même à la finalité pour la prise en charge de nos patients, pour, euh, pour améliorer au fil du temps les choses pour eux. Pour rebondir sur ce que vient de dire Aurélie, peut-être que vous savez un petit peu mieux qu'en tout cas que moi, est-ce qu'il y a des études qui ont montré que finalement, par exemple, avertir la patiente qu'on fait une RMM, que les patients puissent facilement déclarer quelque chose qu'ils trouvent anormal, qu'importe hein, comment on le nomme, est-ce qu'on a montré que ça diminuait, par exemple, la judiciarisation de la médecine?
Alors ça, j'ai pas de notion de publication en ce sens, mais pour pour l'avoir vécu, oui. Franchement, les gens, la plupart des plaintes, c'est souvent un manque de communication entre le patient et le soignant. Et le fait de dire, ben non, on revoit nos propres pratiques afin que ce qui vous est arrivé ne puisse pas se reproduire, ça apaise tellement les relations. J'ai bien notion de ça, Pierre, parce que tu me l'as déjà dit. Mais voilà, j'aurais bien aimé s'il y avait des études dessus, que Alors, j'ai pas ça pourrait être pas cherché. mal. C'est possible qu'il y ait des études, notamment On va mettre- sociologiques on là-dessus. mettra une élève sage-femme dessus. On a Non, peut-être parle un pas. point précis sur lequel on a un petit peu on avait une publication qui a été faite qui date maintenant d'il y a une dizaine d'années. Ça concernait en particulier le deuil périnatal. Pendant longtemps, le deuil de périnatal, hormis une consultation post-opératoire classique, on va dire, il n'y avait pas forcément d'entretien long pluriprofessionnel organisé. Ce qui s'est développé de plus en plus. Et dans l'analyse qu'il y avait eu, c'était plutôt par les équipes belges à l'époque, hein, c'était de se rendre compte qu'au-delà de la prévention pour les grossesses ultérieures, on avait quand même une amélioration de la condition psychique. Donc, voilà, on est sur un sujet très précis de niche, mais il y a une forme de logique derrière, hein. C'est-à-dire que quand on a été confronté quand même à un accident de santé, je vais dire, il y a quand même un deuil à faire, hein. Et donc, si on fait un parallèle là-dessus, à partir du moment où il y a un deuil à mettre en œuvre, eh bien, quand il peut être accompagné de manière collégiale, c'est toujours mieux. Super. Ah, on a une question. Hop, est-ce que j'arrive à le lire là? Vous ne voyez pas, vous? Non. Non. Ah, mais ça, on voit pas l'instant. Moi non plus, je ne vois pas. Non, il n'y a peut-être pas de question. Bon, ok. Je crois qu'il y avait une question sur le. Il y a une Paul. question. Il y a une question. Ah. Bien les relayer, on les voit pas. Ah, elle est là-bas en haut. C'est Ah, tu le vois Madame. pas. Je peux la lire Boudon si vous voulez, ou Barbara. Marie-Laure. Ouais, je peux la lire. Bonjour, jusqu'à quand pouvons-nous faire un EIGS par rapport à la date de l'événement? Eh bien, oui, vous pouvez en faire, même si ça vous paraît tardif, il faut le faire. Si vous pensez que ça a du sens, pareil, vous pouvez toujours aller vers le réseau Périnat ou le Conseil de l'Ordre pour chercher un peu de conseils. Mais l'idée, c'est de pouvoir le faire. Et puis, vous remercier d'être là aujourd'hui, là avec nous, parce que ce qu'on est en train d'essayer d'initier au maximum, c'est que cette gestion des risques et ces outils-là, tout le monde se les approprie. Donc, parlez bien à vos collègues qui n'ont pas pu se libérer. Rejoignez l'URPS Sage-Femme, je le dis fort. Alors, je Fédérez-vous. rappelle, Marie-Laure, qu'on ne rejoint pas, on paye son URSSAF. Mais Oui, non, mais on est présent quand même lors des événements. dites-nous ce qui ne va pas, c'est tout, hein. C'est tout. Non, par contre, rejoignez le RPNA, c'est gratuit. Oui. Et le RPNA aussi. Voilà. Tout à fait. Donc, la L'ordre, question vous payez est- déjà oui. tous aussi, hein. Et l'ordre aussi. Rejoignez Ou l'ordre. presque. Mais il faut acquérir la culture du risque. En fait, c'est vraiment une qualité que de se remettre en cause. Vraiment, c'est bénéfique. Eh bien, merci beaucoup sur ce beau petite phrase de fin de Pierre, hein, qui nous a fait une conclusion super. Merci à toutes d'être là. Voilà, on est content que vous soyez là. On en a quelques-unes qui ont dû déjà quitter parce que j'imagine que en Diginéco, la formation a repris. Mais en tout cas, merci à tous. Merci à nos intervenants, hein, Merci de à vous. grande qualité. Aurélie, c'était super. Marie-Laure aussi. On se retrouve rapidement. On fera des petits webinaires. Nous, on en a quand même pas mal de prévus. Donc, suivez-nous bien sur les réseaux. On poste, quoi, Elodie, que vous voyez, qui regarde d'un œil la formation. Elodie poste sur les réseaux régulièrement parce qu'on aborde plein de petits thèmes. L'idée étant qu'on vous sensibilise à tout ça. Merci encore. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.